Donc la position de M. Viktor Orban concernant la crise des migrants, je la comprends parfaitement et je pense que si j'étais à sa place en tant que chef d'État, j'adopterais plus ou moins les mêmes mesures. Alors ça peut vous paraître une position extrême, une position radicale. Il est évident que c'est ce qu'il faut pour se faire traiter de fasciste. Mais il n'y a personne, je pense, de plus humaniste que moi et qui ait le plus d'empathie pour ce qui arrive à toutes ces populations de migrants. Alors, pourquoi malgré tout est-ce que j'ai une telle vision? Déjà parce que, une telle opinion, une telle prise de position, parce que je me refuse au raisonnement binaire. Premièrement, le raisonnement binaire est un des piliers, un des fondamentaux de la manipulation mentale collective, qui consiste à nous faire focaliser sur un extrême, par exemple, pour nous orienter, pour nous plonger dans son opposé, mais extrême toujours. Et là, en l'occurrence, la position que devrait avoir un chef d'État serait de dire oui, il y a la crise des migrants, des millions de personnes qui fuient donc la mise en chaos de leur pays, et sur un plan humaniste, nous ne pouvons pas faire autrement que de les accueillir dans nos propres pays. Et ça, c'est le raisonnement binaire. Non. Il y a une problématique humanitaire, une tragédie de l'humanité, sans précédent, et il faut y trouver une solution. Mais la solution, ça ne veut pas dire pour autant propager le chaos dans ces pays-là précisément. Parce que dans ces pays-là de l'Union européenne précisément, ça va provoquer un choc des cultures, ça va provoquer le chaos. Et c'est le but du jeu, c'est le plan des maîtres du monde, des maîtres immondes. Hein, c'est ça leur plan. Alors que si on s'échappe, pardon, si on échappe au raisonnement binaire, on va voir le problème autrement. On va dire, bon, cette tragédie de la crise des migrants, essayons de voir comment on peut y apporter une solution, mais pas de la façon dont la problématique est posée. Parce que la problématique est posée sans aucune nuance et sans aucune autre alternative. Il y a des migrants, ils sont pour les pays de l'Union européenne. Attendez, vous allez un peu vite là en besogne. Pourquoi est-ce que les migrants seraient exclusivement pour les pays de l'Union européenne? Ceux qui justement sont les plus propices à provoquer donc un choc des cultures, hein, et donc la guerre des religions. Nous sommes d'accord? Oui, et comment se fait-il que l'on admette une telle chose? Moi, je refuse absolument que la problématique soit imputée aux pays, aux populations de l'Union européenne, aux populations prises en otage par l'Union européenne, alors que le débat devrait concerner, pour, vous venez de le dire, les pays d'une culture identique. Hein? Alors, en plus, et c'est là où je voulais en venir, de la problématique telle qu'elle est posée. La problématique des migrants, la crise des migrants, hein, est posée ainsi en termes de problématique, si réductrice, par ceux-là même qui l'ont créée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on prétend vouloir traiter un problème, il faut aller le prendre à sa base, à sa racine, à son origine. Donc, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce que c'est que la crise des migrants. La crise des migrants, c'est un complot contre l'humanité. Un complot contre l'humanité qui a commencé avec un complot contre les populations du Moyen-Orient. Par exemple, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie. La Syrie, c'est un complot contre la population syrienne. C'est un complot contre le chef d'État Bachar al-Assad, hein, le président de la Syrie. Et la mise à sac de ces pays, donc le saccage de ces pays qui provoque maintenant la problématique de la crise des migrants, elle est elle est la... Je perds mes mots, pardon.
Elle découle d'un plan des maîtres immondes, d'un plan de cette organisation supranationale que je ne cesse de dénoncer, qui fait intervenir d'une part les finances des pays tels que le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, d'accord, le Koweït, et d'autre part la participation des services secrets occidentaux. Alors les pays que je viens de citer, les pays arabes que je viens de citer, là, des rois du pétrole, là, eux, ils ont financé, ils financent le terrorisme, en l'occurrence le terrorisme islamique, c'est-à-dire l'État islamique. D'accord? Si le terrorisme islamiste a pu monter en puissance à ce point depuis l'Irak, soi-disant une position donc tenue par l'OTAN, hein, il ne faut pas l'oublier, pour être aujourd'hui ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a eu, d'une part, les finances du Qatar, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, et de l'autre côté, qu'il y a eu les bons services logistiques, techniques, de nos services secrets, de nos armées, sous tutelle de l'OTAN. Voilà, ça c'est une réalité qui a été dénoncée par, pas seulement par moi, ça a été dénoncé notamment par un ancien responsable des services secrets français. Le financement des pays d'Orient, là, des pays des rois du pétrole, du terrorisme islamiste, auxquels font allégeance nos gouvernants successifs, hein, est dénoncé notamment par Bachar al-Assad, et par plein de monde. Ce sont malheureusement des faits qui démontrent donc la réalité d'un complot, le mot que l'on n'a pas le droit d'employer. Alors, la finalité de ce complot, il y en a qui disent oui, c'est organiser des guerres pour le pétrole, etc. Non, non. Qu'il y ait au passage des grosses compagnies pétrolières qui en croquent, c'est une chose, ça ne veut pas dire que c'est l'objectif. Hein. Faisons toujours la part des choses. Dans les plans des maîtres ignobles, en principe, il y a une pierre, non pas deux coups, mais plusieurs coups. Il y a plusieurs objectifs pour plusieurs classes de prédateurs différents qui sont remplis. Hein. Donc, selon moi, l'objectif fondamental de la mise à sac des pays du Moyen-Orient, suivant ces dernières décennies, hein, avec la mise en montée, la mise en scène du terrorisme islamiste par les services occidentaux, hein, par les États-Unis, par l'OTAN, etc., c'est de provoquer une guerre de religion terminale en Europe. Donc ça, c'est la grosse part du complot contre l'humanité, en deux phases. Un, la mise en chaos des pays du Moyen-Orient, des pays du Proche-Orient. Deux, à partir de cette mise en chaos de ces pays-là, et donc de la problématique de la crise des migrants, contamination, propagation de ce chaos dans les pays de l'Union européenne, dans les pays pris en otage par l'Union européenne. Voilà quelle est la problématique. Alors bien sûr, si la problématique pouvait être posée telle qu'elle doit l'être en réalité en fonction de ses tenants et ses aboutissants réels, eh ben, on va réagir différemment. On va dire, attendez, stop. Attendez, quels sont les vrais responsables? Les vrais responsables, déjà, eh ben, on va les voir, ces braves gens-là qui sont assis sur leur baril de pétrole, et puisqu'ils sont des gens bien riches, qui sont de la même culture et de la même religion, eh ben, qui les accueillent, les migrants. Voilà, je ne vois pas pourquoi on aurait, nous, à discuter, à se sentir coupable. Oui, se sentir coupable, parce que le raisonnement binaire, je l'ai dit, c'est un des fondamentaux de la manipulation collective. Il y a le principe de culpabilisation, qui est aussi un des fondamentaux de la manipulation collective. On doit se sentir coupable. Ça, c'est récurrent. Le troisième fondamental de la manipulation de la pensée collective, c'est les principes humanistes, les considérations humanistes, humanitaires. Voilà, il y a une crise, il y a une tragédie, donc à partir de ça, on doit faire quelque chose, on doit les aider, au passage on nous culpabilise, on nous fait fonctionner au raisonnement binaire, et le tour est joué. Et M. Viktor Orban ne mange pas de ce pain-là. Il a compris, il dit non. Niet, chez moi, non. Pourquoi?
Ça ne veut pas dire que c'est un fasciste, c'est pas parce qu'on lui colle l'étiquette fasciste, comme à Janet et à moi, on nous colle l'étiquette fasciste parce qu'on lutte contre la pédocriminalité. C'est aller un peu vite en besogne. Tout ça, c'est toujours de la manipulation de l'opinion publique, d'accord? Non, M. Viktor Orban prend la seule position viable face à ce complot. Un complot qui intègre donc les forces de communication, de propagande écrasante de l'ennemi, de ce réseau international qui contrôle donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, les institutions et avant tout la presse. Donc il n'y a pas 5 pouvoirs avec le judiciaire, le politique et puis les médias, non. Il y en a un seul, c'est le pouvoir de ces sociétés secrètes qui contrôlent toutes les institutions, dont la presse, et qui permet de faire de telle propagande. Alors, maintenant, comment se positionner par rapport à ça aujourd'hui, quand on est réaliste? C'est vrai que quand on est réaliste, on ne peut pas dire « oui, c'est le Qatar, c'est le Koweït, c'est l'Arabie Saoudite qui vont réparer les dégâts qu'ils ont commis en finançant le terrorisme ». Non, ils l'ont fait parce qu'ils participent au complot. De même qu'un autre type de réaction légitime, pertinent, est de dire « bon, les autres responsables tout à fait en amont de tout, ce sont les banquiers privés internationaux. Les banquiers privés internationaux. Les banquiers privés internationaux, d'ailleurs, qui sont aussi dénoncés, le Premier ministre Viktor Orban dénonce George Soros. Eh bien, ces gens-là, qui sont à l'origine du problème, ce sont eux qui sont derrière ce grand complot. Ils détiennent des territoires entiers en Patagonie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Des territoires entiers, pratiquement des pays. C'est phénoménal ce qu'ils se sont accaparés. La plupart du temps d'ailleurs, comme par exemple en Patagonie, pour créer carrément des villes souterraines en prévision d'une prochaine guerre atomique. Ça devrait quand même nous inquiéter un peu. Eh bien, mais retournons le problème. Puisque vous êtes des grands philanthropes internationaux, et que vous vous êtes accaparé tant de territoires, eh bien, offrez au moins une partie de ces territoires de façon à ce que les migrants puissent recréer une patrie, en attendant que le président Bachar al-Assad, par exemple, puisse rétablir l'ordre dans son pays. Pourquoi pas? Ça serait une idée pertinente. Pourquoi est-ce que ce genre d'idée ne peut pas être mis au devant de la scène internationale? C'est évident. Mais sinon, c'est ce qu'un chef d'État pourrait, en termes de pied de nez, proposer. De dire, bah écoutez, prenons référence à la très belle histoire de la création de l'État d'Israël, par exemple, où le peuple juif était en déroute, et nous avons créé un État pour le peuple juif. Seulement cette fois, sans voler la terre à un autre peuple innocent, les Palestiniens, histoire de créer un foyer de tension permanent au Moyen-Orient. Voilà encore le raisonnement binaire. Parce que le peuple juif est en déroute, toujours problème créé par les banquiers privés internationaux qui sont derrière la Seconde Guerre mondiale et toutes ces abominations, eh bien, on va voler la terre aux Palestiniens de façon à ce que le peuple juif ait une terre d'accueil. Parce que historiquement, bibliquement, je ne sais quoi. Voilà, c'est pas non, on va faire quelque chose de cohérent qui ne va pas créer de troubles. Non, c'est on va faire quelque chose qui va foutre le bordel, passez-moi l'expression. C'est-à-dire que cette bande de malades mentaux très ingénieux qui tirent les ficelles au sommet de la pyramide civilisationnelle a toujours recours au même type de procédé qui consiste à créer un problème, en nous faisant croire qu'il vient d'ailleurs, bien sûr, et à se poser comme celui qui apporte les solutions. Des solutions absolument pourries qui ne font qu'aggraver le problème, ou en tout cas qui ne font que faire avancer leur plan qui est synonyme de notre perte à nous tous, les collectivités humaines, pour une meilleure mise en bétail. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire de façon un peu généraliste sur la crise des migrants, ma position par rapport à la crise des migrants, et vraiment, je vous demande de bien faire la part des choses, que j'éprouve la plus profonde empathie pour les populations qui sont
prises au piège, des populations qui fuient les bombardements du Moyen-Orient, qui fuient ces massacres organisés par l'OTAN, qui prétend bombarder les populations, qui prétend bombarder les positions de l'État islamique, et qui en fait bombarde les populations civiles en prétendant après que c'est Bachar al-Assad qui en est le responsable. Parce que c'est ça qui se passe en Syrie à l'heure actuelle, par exemple. Alors qu'il y a de multiples témoignages qui font état du fait que l'OTAN offre l'appui logistique de la couverture aérienne d'hélicoptères pour les convois d'ISIS, les convois de l'État islamique. Voilà quelle est la situation en Syrie. C'est quand même croustillant, non? Donc, ayant la plus grande empathie pour ces populations qui sont déchirées à travers ce chaos organisé des pays du Proche-Orient, je serai le premier à vouloir qu'il y ait une solution. Et pour autant, je ne veux pas qu'il soit aussi le dindon de la farce dans les ingrédients de la mise en chaos des pays pris en otage par l'Union européenne. Voilà, tout simplement. Bien, alors, j'aimerais faire un parallèle maintenant pour que vous compreniez un peu plus quelle est ma position. Et je vais encore aller sur un terrain très glissant et je vais y aller, comme d'habitude, avec une paire de skis. Je veux faire un parallèle entre la guerre d'Algérie et la crise des migrants. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je veux démontrer est que ce qui est en train de se produire n'est pas quelque chose de nouveau, c'est du déjà vu, c'est du déjà testé par les maîtres immondes, par les maîtres du monde, d'accord? Alors, dans ce que je décris, le plan des maîtres immondes, de cette organisation occulte supranationale, est de provoquer la mise en chaos d'une bonne partie du monde, de façon à après pouvoir asseoir le nouvel ordre mondial. Bon, ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, qui est leur doctrine. La guerre de religion, prévue bien sûr par les textes depuis toujours, et ce qui semble bien, ça se confirme, être prévu en termes de thématique pour ce grand chaos, au moins la partie principale de ce chaos. Après, il peut y avoir d'autres offensives parallèles, comme des guerres climatiques, etc. Bien. C'est la France qui est censée, comme je l'expliquais dans ma vidéo de 2015, de décembre 2015, être l'épicentre de cette guerre civile de religion. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 décennies que le terrain a été préparé en France par les traîtres à la nation qui se sont succédés depuis De Gaulle. Pas seulement depuis Giscard d'Estaing, depuis De Gaulle. Je remonte donc à l'époque de Gaulle et je remonte à l'époque de la guerre d'Algérie. Faisons ce flashback pour comprendre, et nous allons comprendre ce qui est en train de se produire en ce moment avec la tragédie des migrants, de la crise des migrants. La guerre d'Algérie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la guerre d'Algérie, il faut savoir que c'est un coup monté. Les Algériens, le peuple algérien, ne demandait pas spécialement son indépendance. Ça, c'est faux. C'est comme nous dire que mai 68, c'était la jeunesse française, la jeunesse du monde, qui voulait se libérer. Non, c'est quelques bandes d'adolescents attardés qui ont mis le feu à quelques pneus et qui étaient alimentés par une entreprise de déstabilisation. C'est un jeu d'illusion. Avec 3 fois rien, ils nous montent une cathédrale. La guerre d'Algérie, donc c'est le réseau Gladio, là ce n'était pas une déstabilisation venant de l'URSS, c'est le réseau Gladio qui a organisé l'idéologie de la rébellion algérienne. Toujours le même procédé qu'on retrouve par exemple pour la Révolution française, c'est le même genre d'enfumerie. La Révolution française n'est pas quelque chose qui a été fait par le peuple français, c'était organisé par une bande de sinistres personnages de la franc-maçonnerie qui ont créé le réseau Illuminé, des Illuminés de Bavière, entre autres, pour faire tomber la monarchie. Pourquoi pour faire tomber cette monarchie à cette époque-là? Tout simplement parce que ce système-là était devenu obsolète, ce système de contrôle des populations était devenu obsolète et qu'il était temps de passer à un autre, qui est le modèle d'imposture sociétale que nous connaissons aujourd'hui, de fausse démocratie. Donc, en comprenant bien que ces révolutions, ces crises d'indépendance sont des manipulations,
On peut comprendre que c'était le cas pour la guerre d'Algérie, et je peux vous assurer, c'est historique, que c'était le cas. C'était Gladio qui a organisé donc l'idéologie rebelle, l'idéologie indépendantiste en Algérie, sur 3 fois rien. Par contre, en commettant des horreurs, des abominations, et en permettant à la guerre civile en Algérie de se déclencher. Et cette guerre civile a été montée en épingle avec des barbaries faites dans les 2 camps, provoquées par Gladio au début. Et ça s'est terminé tel que vous le savez, c'est-à-dire que sans vraiment motif stratégique apparent, le général de Gaulle a rendu les armes et a décidé de donner l'Algérie aux Algériens. Ça a été présenté comme ça, en disant « Français, je vous ai compris », cette phrase célèbre. Les Français, ils n'avaient rien du tout compris, et lui n'avait rien à comprendre de ce que les Français auraient compris. C'était simplement une tournure pour dire « Bon, très bien, vous qui êtes manipulés avec le raisonnement binaire, la culpabilisation et tout ce dont j'ai fait allusion tout à l'heure, ok, on va vous donner ce que vous voulez, et puis ça rentre dans les plans de toute façon de ceux qui tirent mes ficelles. » Et il y a eu donc ce que beaucoup ont considéré comme une trahison, et qui est une trahison à plusieurs niveaux, parce que il y a eu des dommages collatéraux d'une telle guerre atroce et d'une telle décision finale. Par exemple, les harkis. Les harkis, c'est quoi? C'était des franges de la population algérienne qui se battaient pour la France, pour l'Algérie française. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Algériens ne voulaient pas l'indépendance. Les Algériens étaient bien contents d'être sous tutelle de la France et d'avoir le progrès, puisque c'était considéré comme ça à l'époque, qui s'installait, des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des autoroutes, tout ce qui sort un pays de son état arriéré, du tiers-monde. Non. Il a fallu que ces harkis qui se sont battus pour l'intérêt de leur pays soient après livrés. Ils ont été expulsés de la France et ils ont été livrés. Ils ont été abandonnés en Algérie aux tortures de l'Algérie libre, de l'Algérie indépendante, entre autres. Cette trahison, donc, a aussi touché l'armée française, bien sûr, parce que quand on se bat pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt d'un pays, en but à une telle manipulation, et puis qu'on apprend que, bah non, c'est pour rien qu'on a perdu ses meilleurs camarades sur le front, c'est dur à avaler. Et évidemment, il y avait l'instrumentalisation de cette trahison par le réseau Gladio et la création de l'OAS, et je vais parler de ça aussi dans ma vidéo de 2015. Je ne veux pas trop m'alourdir sur cette histoire de la guerre d'Algérie, mais tout ça pour dire que la mise en chaos de l'Algérie a été provoquée. D'accord, par le réseau Gladio. Parallèle, la mise en chaos des pays du Proche-Orient ont été provoquées par le même réseau. Vous me suivez? La problématique des migrants, ensuite, entre l'Algérie et la France, a été imposée au peuple français. Eh oui, quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a faites, c'est d'ouvrir les frontières aux immigrés du Maghreb. Ah, c'est une belle initiative humanitaire, je suis absolument d'accord, seulement avec le raisonnement binaire. Et c'est devenu encore plus avec le raisonnement binaire, pardon, quand le pouvoir est passé entre les mains de François Mitterrand. Quand Valéry Giscard d'Estaing a eu cette initiative, c'était pas pour des considérations humanistes. C'était nous avons besoin de main-d'œuvre à exploiter, hein, parce qu'on était encore à la fin des 30 Glorieuses, la reconstruction de la France, etc. Nous allons exploiter les bons Arabes du Maghreb. C'était dans cet esprit-là. Et ces extrêmes d'exploitation, hein, de pauvres personnes immigrées, a après été retournés contre le peuple français pour le culpabiliser dans les années Mitterrand, en disant, d'une part, nous sommes responsables, nous, le peuple, hein, c'est toujours comme ça, c'est la France, c'est le peuple, nous sommes responsables de la guerre d'Algérie. Nous sommes responsables après de l'exploitation des immigrés algériens sous Valéry Giscard d'Estaing. Okay? C'est toujours la culpabilisation qui est ce fondamental pour arriver à l'objectif.
Et là, raisonnement binaire, on est passé à l'extrême. On ouvre les frontières totalement. Allez, venez tous, vous avez tous les droits et vous avez plus de droits, bien sûr, que les Français de souche. Histoire de bien faire monter la frustration, la haine, et la haine dans les deux camps. Et ce qui est intéressant de comprendre dans ce sujet, c'est que, avec le raisonnement binaire, je vais faire un autre petit parallèle avant de continuer sur mon grand parallèle. Prenez un chef de famille dans une campagne. Il y a la maison, il y a la table dressée avec les couverts pour les enfants, la femme, les grands-parents, ce que vous voulez, et le couvert du pauvre, cette formidable tradition qu'il y avait avant en France, et surtout dans les campagnes. Le couvert du pauvre, vous savez ce que c'est un couvert dressé pour le cas où il y a un mendiant, un pauvre qui vienne à passer par là, et on va lui offrir de partager notre humble repas. Bon. Et bien, le chef d'État, le traître à la nation, il vient demander au chef de famille, bon, ton couvert du pauvre, là, c'est bien, mais comme tu es responsable de tous les malheurs du monde, on va faire autrement. En fin de compte, allez, les gosses, là, tout le monde dehors, là, vous allez vous asseoir dans les coins, tous les couverts, allez, entrez par là, tous les immigrés, c'est pour vous. Oui, vous pouvez leur cracher à la gueule en passant, oui, la fille, vous pouvez les violer dans les sous-sols, il n'y a pas de souci, parce que vous avez tous les droits, parce qu'on vous a assez fait de misère avant, et c'est eux les responsables, donc allez-y prophétisant. C'est exactement ça ce qui s'est produit. C'est le raisonnement binaire. On n'a pas ouvert les frontières de façon raisonnée, raisonnable, pertinente aux immigrés des pays du Maghreb, afin qu'ils puissent venir s'adapter et se fondre dans la population. On a demandé aux Français de souche de s'adapter à l'invasion provoquée. C'est très différent. Et comme par hasard, on a ciblé en premier le pays qui ne pouvait qu'avoir une haine profonde envers le Français, l'Algérie, suite à ce qui avait été provoqué avec la guerre d'Algérie, ce coup monté abominable. Mais donc forcément, vous savez, c'est absolument pas de la faute de ces immigrés. S'ils ont abusé de la situation, parce qu'ils ont abusé de la situation, ils en abusent encore beaucoup. Mais ce n'est pas de leur faute, ça c'est dans la nature humaine. Mon propos n'est pas raciste, il n'est pas xénophobe, il n'est pas anti-maghrébin, non, absolument pas. C'est la nature humaine, malheureusement, qui est propice à cela. Vous reproduisez le schéma dans n'importe quel autre coin du monde, ça sera la même en couleur, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si d'un côté vous donnez les pleins pouvoirs à des populations ainsi, et que d'un autre côté vous soumettez la population de la terre d'accueil à se faire cracher au visage, il est évident que les immigrés vont en profiter, vont prendre le dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout ça a été donc appuyé par nos autorités pendant les 40 décennies de cette invasion programmée, de cette colonisation programmée, jusqu'à permettre aussi que, à travers la guillotisation dans les banlieues, etc., il puisse y avoir un armement qui s'organise. Je refais allusion à ce rapport des renseignements généraux qui est sorti en 2000, fait par la commissaire Buitrong, et qui, sur la dangerosité des cités, qui faisait état donc d'une capacité à armer 3 millions d'insurgés, s'agissant donc des immigrés, des descendants d'immigrés. Bien. Alors, ce parallèle donc du transfert là, de la guerre d'Algérie avec l'immigration venant d'Algérie pour créer le chaos en France, est quelque chose que j'explique très bien, comment en ces 40 dernières années s'est créée cette poudrière en France, c'est quelque chose que j'explique très bien dans mes vidéos de décembre 2015, je ne veux pas vous faire perdre du temps en répétant tout, et je pense que maintenant vous percevez bien le parallèle qu'il y a entre cette situation, qui a permis que la France soit aujourd'hui l'épicentre programmé de l'explosion d'une guerre civile de religion, et que la mise en scène de la problématique des migrants sur le saccage organisé des pays du Proche-Orient va permettre maintenant un schéma à échelle nationale de ce type d'invasion, qui va avoir lieu avec donc un choc des cultures. Et ne vous imaginez pas que ça va être différent, parce que c'est l'Allemagne, ou parce que c'est l'Espagne, ou l'Italie, ou la Finlande, ou je ne sais trop quel pays. Les autorités de ces pays vont, les traîtres
à la nation de ces pays, vont suivre les ordres. Et ça va se passer de la même façon que ça s'est passé en France, après l'ouverture à l'immigration du Maghreb. Ça va se passer de la même façon. Et dans ce qu'il y a en termes d'antinomie pour vraiment provoquer le chaos, il y aura des ingrédients adaptés à la problématique en question. Avec l'invasion de la France, c'était l'antinomie, c'était l'antagonisme terrible qu'il ne pouvait y avoir qu'entre les Algériens et les Français. Bien. Maintenant, vous allez me dire, par exemple, entre les Syriens et, je ne sais pas, les Allemands, ou d'autres pays d'Europe, quel sera le contentieux? Eh bien, le contentieux, il est que les pays occidentaux, parce qu'ils ne font pas plus la part des choses que nous-mêmes, ces gens-là, les pays occidentaux, donc les peuples occidentaux, sont responsables d'avoir organisé le saccage de leur pays, le massacre de leurs familles, de leurs amis. Ce sont nos armées de l'OTAN qui sont responsables de ça. C'est par exemple la France ainsi que d'autres pays, mais surtout la France, qui arme le terrorisme, qui arme l'État islamique. Bachar al-Assad le dénonce parfaitement. Vous imaginez la haine de ces gens, des populations d'immigrés, de réfugiés, de migrants syriens, qui vont atterrir un peu en France, un peu en Allemagne, un peu dans d'autres pays. Et vous pouvez penser qu'il ne va pas y en avoir qui vont avoir l'idée de se venger? Bien sûr que si. Et tout cela est programmé, tout cela est prévu. Vous comprenez? C'est ça le dessous de la crise des migrants. Et il est absolument impossible d'éviter donc qu'il y ait du terrorisme islamiste vrai, c'est-à-dire qu'il y ait des fondamentalistes au milieu de ça qui vont vouloir régler les comptes avec nous. Mais une chose est absolument sûre par contre, c'est que de toute façon, comme il y a toujours derrière les mêmes réseaux, Gladio, pour toujours citer le plus conséquent, il est évident que les premiers incidents graves seront mis en scène de toutes pièces pour pouvoir après faire monter la sauce. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la crise des migrants, la crise des migrants. Voilà pourquoi je pense que la position de Viktor Orban, qui n'en sait peut-être pas autant que moi sur, par exemple, ce qui s'est passé en France, est malheureusement la seule qui soit acceptable. Et voilà pourquoi, en revanche, une Angela Merkel n'est qu'une sinistre traître qui est en train de vendre le peuple allemand pour le chaos à venir. Non, c'était beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que oui, pendant la guerre d'Algérie, il y avait des attentats aussi en France, mais là où ça a été très insidieux, c'est que après avoir donné l'indépendance à l'Algérie, on a incité les Algériens qui étaient fous de haine contre les Français à venir en France, mais de façon massive, et en imposant la discrimination positive. Vous imaginez le résultat. Donc, c'est pas qu'il y a eu immédiatement une guerre civile qui s'est organisée en France, c'était pas le but du jeu, c'était pas le moment. Par contre, ça a permis l'installation du climat, ça a permis l'installation de la configuration propice à une vraie bonne guerre civile de religion. Parce que maintenant, il y a des effectifs immenses, il y a des réseaux organisés, des bandes organisées, il y a des armes en pagaille. Tout ça s'est allé crescendo, ça s'est multiplié de façon exponentielle pendant ces 40 dernières années. D'accord? L'idée n'était pas de provoquer un chaos immédiat. Par contre, de provoquer immédiatement une configuration chaotique, si, c'est différent, c'est-à-dire monter en puissance de l'insécurité, et absentéisme total des autorités, de la police, de la gendarmerie, j'ai vécu ça, en raison de la paix sociale. C'est-à-dire, on laisse des bandes organisées violer des gamines de 12 ans dans les sous-sols des banlieues depuis le début de cette sinistre histoire, par exemple, au nom de la paix sociale. Vous comprenez? Et ça, forcément,
il y a des gens qui ont gros sur la patate, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Et ce que j'expliquais aussi dans ma vidéo de décembre 2015, il y a des courants opposés qui se sont créés et qui n'attendent que la guerre civile de religion pour régler leur compte. Et cette configuration-là, c'est bien d'en reparler, c'est bien que des hommes politiques comme Viktor Orban aussi puissent savoir un peu comment ça s'est passé en France, pour savoir à quel point il a raison de tenir cette position et de protéger son peuple de ce coup monté, de ce complot contre l'humanité. Merci beaucoup. À bientôt.